俺がこの町に4000匹いるアマゾンだ。主、確認、狩り、開始。この部屋は僕の水槽ってことかな。もしかしてはるかここ出たい？俺はアマゾンになる前から自分で殺したものしか食わない。アマゾン。僕は何なの？人を食う怪物。アマゾンは人間か。あなたが確かめなさい。それはあんたを強くしてくれる。狩るか狩られるか。デッド・ア・アライブ未体験ライダーバトル仮面ライダーアマゾンズ4月1日独占配信スタート。Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre Bonjour. émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment vas-tu mon cher Jordan? Eh ben écoute, ça va très très bien. Ton été a été bon. Il a été bon. Rapide mais bon. Oui, c'est vite passé pour, Voilà. pour tout le monde. Hein. On espère que vous aussi vous avez passé un très très bon été qui est déjà l'automne maintenant, au moment où on tourne l'émission, où elle va sortir. On est ravis de vous retrouver pour cette saison 2016-2017, qui on espère sera plein de surprises et de belles choses. Oui. Donc on attaque, ça y est, on attaque avec cette fois une série récente, une série toute fraîche, d'il y a On a quelques décidé semaines. de passer une bonne commande sur Amazon Japon et puis on va vous parler donc de Kamen Rider Amazons, donc version 2016. Tout à fait, la série donc coprod entre la Toei et donc la plateforme Amazon Japan, précisons. Donc dans notre petite cave, nous parlerons d'un magazine qui est sorti cet été que certains d'entre vous ont sûrement déjà, Otomo. L'excellent Otomo de chez Rokirama. Et donc en Dikotoku, nous allons vous parler d'un comédien. Oui. Qui a fait à la fois du Ultraman et du Kamen Rider. Mais on ne voyait pas qui c'est, on vous garde la surprise pour plus Voilà. tard. Voilà. Bon allez, on vous laisse avec les guerriers de Amazons. Bon, avant de parler de Kamen Rider Amazons, on va vous parler de Kamen Rider Amazon, qui est l'une des toutes premières séries de Kamen Rider, qui a été diffusée. Super C'est une série. série absolument géniale qui est diffusée en 1974, qui est une série assez courte par rapport aux autres, parce que ils l'ont ratée parce qu'elle était trop violente. Donc elle fait, je crois, une vingtaine, 24 ouais, ou 25 épisodes au vingtaine lieu d'épisodes, de la ouais. cinquantaine habituelle. Tout à fait, une vingtaine d'épisodes. Et moi je trouve que c'est une des meilleures, voilà, parce que c'est une espèce de mélange entre Tarzan, le mythe du bon sauvage, et Kamen Rider. Puis surtout, c'est très exotique et c'est très frais comme série. Enfin, moi, je me souviens Tout à quand fait. je l'ai vu, c'était à la fois du Kamen Rider, en même temps, c'était pas du Kamen Rider. Il y avait un vrai vent frais dans cette on sent série. qu'ils avaient voulu essayer un peu de casser la formule. Voilà, et ça, c'est pas mal. je Et le trouve. design des monstres, et surtout du design du héros, le casque, justement, un motif un peu de lézard comme ça, était juste exceptionnel. On va pas trop épiloguer dessus, on espère qu'on pourra vous en reparler un jour, parce que la série mérite à elle seule une émission entière, parce que c'est vraiment un petit bijou de Kamen Rider. Mais c'est juste pour dire que cette série-là, la nouvelle Kamen Rider Amazon, ce n'est pas une suite ou un remake, c'est quelque chose qui est totalement différent. Ils ont juste gardé le look, le design du On sent qu'il y a héros. quand même l'influence de la série d'origine, notamment dans la violence de Tout la à fait, série, dans tout les à fait. designs, dans certains choix, mais c'est vraiment pas une suite, un remake. Et d'ailleurs, de quoi est-ce que ça parle? Ça parle de deux personnages, donc Kamen Rider, et donc il y a Kamen Rider Omega et Kamen Rider Alpha. Donc Haruka pour Omega et donc Jun pour Alpha. Voilà, et puis donc on les suit dans une quête en fait qui vont les confronter à d'autres, on va dire, d'autres humains modifiés, puisqu'on a un puissant groupe pharmaceutique qui crée en fait donc les Amazones. Nos amas pharmaciens. Qui en fait sont des humains améliorés, mais qui du coup peuvent se transformer en monstres ou en héros.
selon donc la disposition génétique, on va voilà. dire. Et du coup, pendant toute la série, donc il fait que 13 épisodes, on va suivre ces personnages-là combattre donc les méchants humains modifiés et recevoir l'aide de quelques alliés modifiés également. Ouais, c'est un peu plus complexe aussi parce que donc Jun, le Kamen Rider Alpha, lui c'est un type qui s'est rebellé contre on va dire la multinationale, alors que donc le jeune Haruka, lui, appartient à un groupe d'intervention d'élite qui justement bosse pour la société en fait. Et puis surtout, il est très à part parce que on sent que c'est l'objet protégé de toutes les convoitises, et on sent qu'il est vraiment mis à part parce qu'il a quelque chose en lui qui fait qu'il faut le protéger à tout prix. Oui, au début, il est vraiment confiné dans un espace très limite stérile, puisqu'il est dans un univers très blanc et tout. Enfin voilà, tout est fait au début pour le mettre à part et montrer qu'il a un potentiel que les autres n'ont pas. Ouais, c'est ça. On va un petit peu gratter le vernis de la série. Donc comme on l'a dit, c'est une coproduction entre la Toei et donc Amazon Japan, donc qui était conçu uniquement pour une diffusion sur le web, enfin en tout cas en ce moment, puisque ça va sortir en Blu-ray l'année prochaine, il y a une saison 2 qui est déjà annoncée, mais on va dire que c'était un peu, entre guillemets, vulgairement, la réponse aux séries Netflix. C'est ça, voilà. C'est clairement le Daredevil de la Toei, enfin, c'est plus ou moins la réponse au Daredevil Netflix version Toei. C'est ça, et de créer surtout un pendant adulte aux séries pour enfants qu'on a tous les ans. C'est ça, et ce qu'il faut savoir surtout, c'est que c'est une série qui se base pas, enfin qui ne se déroule pas dans l'univers de Kamen Rider. C'est une série qui est totalement à part, c'est ni un spin-off, ni une suite, ni... Donc c'est sa propre entité. Voilà, et ça se démarque, je trouve, vraiment du reste, puisque la série est à la fois à une image très délavée, enfin volontairement noire, volontairement adulte, et en même temps, ça se remarque également sur certains choix, notamment de la mythologie de Kamen Rider, qui sont très déstructurés et très déconstruits pour les reconstruire à la sauce sérieux et réaliste. Puisque par exemple, on n'a quasiment pas de henshin, on les voit faire le mouvement, mais on n'a pas la séquence à effets spéciaux avec la pose, le machin et tout ça. On les voit juste, ils se transforment, basta. C'est résumé en 2 plans. La musique, pas de musique héroïque ou très peu, c'est des morceaux très brefs, c'est des trucs très atmosphériques, c'est des chœurs, des bruits de gratte, enfin voilà, quelque chose de très sérieux. Pareil, le propos, il est quand même très adulte, la violence graphique, elle est là, il y a... Dimension tragique aussi. Voilà, il y a une dimension tragique, à la fin, ils vont quand même dans quelque chose d'assez extrême, pour pas trop en dire. Non, enfin, pour moi, j'ai été agréablement surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'on puisse faire quelque chose de Kamen Rider aujourd'hui, quand tu sais ce qui est devenu Kamen Rider, qui ressemble clairement plus à rien. Quand tu vois X8 par exemple, bon, Kamen Rider Rose, bon, c'est sympa, mais bon, franchement, on s'éloigne quand même beaucoup du concept. Du concept, et là, je trouve qu'on revenait énormément vers les premiers Kamen Rider sans dénaturer l'œuvre d'origine. Oui, parce que finalement, l'entreprise pharmaceutique toute puissante, c'est un peu un substitut aux choqueurs et aux organisations terroristes. C'est ça, clairement. C'est qu'on a... Moi, ça m'a fait un peu penser, dans une moindre mesure, à Kick-Rider, le film Kick-Rider Reboot, où on avait quand même un ancrage très sérieux avec des entreprises multinationales, proches du gouvernement, ce genre de choses, qui en fait est bien gentil devant, mais qu'en fait ils font des petits trucs un peu pas très clean derrière et tout ça. Et en même temps, moi, ça m'a fait penser à une série anglaise, pour le coup, dans le traitement, puisque ça m'a fait penser à la série Jekyll de Stephen Moffat, puisque c'est, donc, pour résumer juste vite fait, c'est le mythe du Dr Jekyll et de Mr Hyde qui est transposé dans l'Angleterre des années 2000, où on a pareil un puissant groupe pharmaceutique qui essaye d'utiliser son ADN, les pouvoirs qu'il a et tout, pour créer des choses qui sont pas très nettes. Et du coup, ça m'a fait vraiment penser à ça quand j'ai vu Amazon, c'est-à-dire qu'on a ce délire du groupe pharmaceutique qui n'hésite pas à utiliser les 2 Amazon, et surtout à utiliser l'ADN et les modifications génétiques pour créer des humains modifiés, et même plus, puisque dans le dernier épisode, on découvre quand même qu'il y a un des personnages qui n'est même pas un être humain, mais qui est clairement un être qui est créé de toutes pièces à partir
des gènes Amazon. Non, moi ce qui m'a plu, c'est que déjà on a des personnages assez intéressants, assez attachants. Les membres de l'équipe sont vraiment tous, le Tétédique, là, ils sont vraiment, vraiment très intéressants. Ils ont tous une personnalité. La fille, elle est géniale, la fille qui est bien badass et qui part au combat en premier. En première tête de ligne, quoi. Non, moi ce qui me plaît, c'est que c'est une série qui est vraiment très, très sensuelle. Et quand je dis sensuelle, dans le sens où ce sont des personnages qui abordent des thématiques vraiment très humaines, thématiques de la survie en milieu urbain, survie en société, la survie humaine, quoi. On se bouffe les uns les autres. D'ailleurs, la bouffe, la nourriture, est une thématique très, très importante dans la série, pas seulement symbolique, mais aussi visuelle. Et surtout la nourriture animale. La nourriture animale, puisque les riders, les Amazons, sont obligés d'absorber une grosse quantité de protéines, parce qu'ils dépensent beaucoup d'énergie. Du coup, on les voit tout le temps s'empiffrer de burgers, d'œufs et tout ça. Et du coup, c'est vrai que c'est une série dans laquelle la nourriture... Il y a un rapport au fait d'être mangé et de manger c'est ça. qui est assez intéressante et rarement vue dans ce genre de série. C'est vrai que ce qui est intéressant, parce qu'il y a un épisode vers la fin où le méchant est un cuistot qui invite des gens dans un restaurant à manger des steaks. Et ça m'a fait penser à un film hongkongais qui s'appelle Ebola Syndrome. Un film avec Anthony Wong dans lequel justement un type comme ça donnait à manger de la viande humaine à ses clients. C'est un film immonde, mais c'est très connu, c'est un catégorie 3 et de Hermanio. Mais ce qui m'a plu, moi, dans cette série, c'est qu'à la fois on reste dans du toku vraiment frontal, c'est-à-dire on a des héros en armure, en costume, et on a des monstres en costume, tout ça, tu vois, il y a même un monstre chauve-souris vers le début. Oui, on retrouve les monstres Ishinomori. Voilà, on revient là-dessus. Et ce qui m'a plu, c'est que c'est vraiment une série avec un budget assez serré quand même, puisque si vous observez bien la série, vous n'avez pas trop de figurants, il n'y en a presque jamais. C'est juste que les plans sont vraiment, vraiment très très bien indiqués, très bien calculés. Ils vont dans des lieux, en général, toujours les carrières qu'on voit dans les trucs de la toile. Mais c'est filmé de manière différente. Et puis surtout, on sent que ça va à l'essentiel. Oui, voilà, et puis même, il y a des choses super, il y a beaucoup de caméras embarquées, et ils essaient de créer des moments importants dans la série, genre l'épisode 4, où il y a carrément un immeuble qui est pris d'assaut par les Amazons qui pètent les plombs. Là, c'est un vrai moment de tension, où les héros sont en danger, donc du coup on est vraiment avec eux et on les suit du tout au tout. J'ai beaucoup aimé moi l'espèce d'étalonnage qu'ils ont fait un peu gris-vert qui parcourt la série, ça crée une ambiance. C'est vrai qu'au premier abord ça peut paraître terne, ça peut rendre la série super terne, c'est pour l'ambiance. Mais au contraire je trouve que la thématique a besoin de cet aspect terne justement, parce qu'on est quand même dans quelque chose d'assez apocalyptique, d'assez... Parce que nihiliste, par moment. Oui, totalement. Et du coup, l'aspect délavé de l'image, l'aspect grisâtre, rend justice. Oui, ça participe de l'ambiance, de l'atmosphère. Je suis d'accord. Moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est vraiment le type de show que j'attendais. C'est-à-dire parce que c'est un vrai show de science-fiction. C'est ça. De science-fiction pour et même d'anticipation. Mais complètement. Il y a un moment donné, sans trop spoiler, pendant toute la série, on parle d'un plan qui s'appelle le plan Tlaloc, qui est un plan en fait à base de drones pour neutraliser les Amazons. Et ce truc, quand tu le vois mis à exécution, c'est quand même... Ça va loin, en fait. Ça va assez loin. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu quelque chose d'aussi extrême qui était mis en place. Je suis assez d'accord, mais... J'adore le costume, les costumes de Kamen Rider. Je suis juste un peu moins fan du Kamen Rider le vert. J'aimais bien son costume dans le premier épisode quand on le voit. C'est ça. Et puis autant je trouve le rouge magnifique. Magnifique. Autant le vert, je comprends pas pourquoi il y avait ce besoin de mettre une armure, de lui faire des espèces d'abdos, de pectoraux, de machin, qui fait qu'il ressemble à un espèce de gros truc en plastique. Il me faisait penser à un B-Fighter. Ouais, mais c'est dommage, je trouve. Parce que dans le premier épisode, il est magnifique. Je suis d'accord parce que. Il a un costume magnifique. Surtout que c'est pas expliqué pourquoi il y a ce changement de costume. À part, on me dit juste, oui, il y a une ceinture qui va te permettre de contrôler ton truc, et donc tu comprends plus ou moins que c'est la ceinture qui va stabiliser le. D'accord. Okay. Mais bon. J'avais pas saisi ça sur le moment parce que je comprenais pas juste la raison esthétique. Moi, j'aime bien le troisième. Le Sigma. Le Sigma, parce qu'à un moment, il y en a un troisième qui est le costume d'Amazon repris, mais un peu déstructuré, puisqu'il est beaucoup plus piquant. Il a beaucoup plus de pique. Il y a le personnage de Mamoru aussi, qui est le cadet de l'équipe, qui est lui aussi... Qui est un homme taupe. Voilà, qui est un... un Amazon taupe. C'est ça, qui est un
espèce d'homme taupe avec il a une foreuse sur le visage, qui est un personnage qui est le Benjamin de l'équipe, on va dire, un personnage lui aussi tragique, qui se pose des questions sur son humanité. Et c'est ça très touchant. C'est ça qui est bien dans cette série. C'est un jeune héros qui est super touchant. Ouais, c'est ça, mais tu vois, dans cette série, c'est ça qui est bien, c'est quand tu y repenses, quand tu refais le truc, c'est que c'est des personnages qui s'interrogent sur la nature humaine, ils s'interrogent sur leur humanité. T'es quand même impliqué, ça a beau faire que 13 épisodes, ils arrivent à te rendre la série, ils arrivent à t'impliquer dans la série. Tu restes suffisamment avec eux et dans leur quotidien, surtout parce qu'ils ont un quartier général où ils sont obligés de vivre ensemble, parce que bon, on sait jamais s'il y a une alerte. Tu es suffisamment avec eux dans leur quotidien pour te soucier d'eux. C'est ça. Et je m'attendais vraiment pas, moi, à adhérer au personnage. Je me disais, bon, on va voir. Mais vraiment, tout ce qui est bien aussi, c'est que il y a 13 épisodes, mais le premier et le dernier font 40 minutes. Donc du coup, l'histoire, elle a le temps de respirer, elle a le temps de se mettre en place. C'est des épisodes surtout qui sont beaucoup plus longs que des épisodes de Toku classiques. C'est demi-heure. Ça tourne entre 40 et 30 minutes par épisode. L'épisode final... te laisse quand même sur un certain nombre d'interrogations. C'est peut-être le petit défaut de la série, mais qui en est un sans en être un, puisque c'est censé annoncer une saison 2, c'est qu'on sent qu'ils essayent de gratter le terrain pour quelque chose, mais on sait pas encore trop quoi, et du coup ça laisse un peu sur la fin. Mais ils ont pris le risque, parce que ça aurait pu se planter. Oui, mais même quand bien même il n'y aurait pas de saison 2, l'épisode final est assez couillu pour se finir comme ça. Oui, ça pourrait être laissé comme ça sur une note ambiguë. Parce que c'est pas forcément un cliffhanger. Ça ça te laisse sur une porte ouverte, ça te laisse sur une sensation de fin, mais en même temps de non-résolution. C'est ça. Et tu te dis, ça pourrait très bien s'arrêter là, parce que les personnages sont allés assez loin dans leurs arcs respectifs, mais en même temps, tu te dis, ça pourrait continuer. Au niveau réalisation, on retrouve quand même des pointures du tokusatsu. Il y a monsieur Osamu Kaneda, notamment, dont on avait déjà parlé, qui a réalisé Gavan le film, qui est un réalisateur de pas mal d'épisodes, notamment de Metal Hero, ce genre de choses. On a également monsieur Ryuta Tazaki, donc un monsieur qu'on présente plus, qui a fait à la fois du Power Rangers, du Sentai, du Kamen Rider, qui a fait Gamera The Brave, qui a fait Kamen Rider The Next. Voilà, qui a aussi un monsieur qui a touché à pas mal de trucs. Donc, il faut à la fois des gens qui ont l'habitude, mais des gens aussi qui sont prêts à travailler dans un cadre où on leur dit lâche-toi. C'est ça. Ça se voit. Fais-toi plaisir avec ta caméra. Ça se voit dans la série, parce que autant c'est super limité, autant c'est super ouvert. Mais c'est ça. Mais c'est que tu dis, il y a un monde derrière, il y a un monde que tu peux découvrir, que tu peux pas découvrir à cause du budget, mais il y a un monde que tu as envie d'explorer. En fait, moi j'étais là, je me dis, mais moi je veux voir cette Tokyo complètement perdue, je veux la voir. Et je serais pas étonné notamment que l'entreprise pharmaceutique ne soit qu'un petit élément dans une démarche une maille dans un filet beaucoup plus important, dans un truc un peu gouvernemental où il y aurait des corrompus comme ça à tous les niveaux de la société. Je serais pas étonné que ce soit un délire comme ça, parce que ça serait un délire Ishinomori, je pense, clairement. Ah mais ouais, tout à fait. Et s'ils veulent aller dans un truc réaliste, je serais pas étonné qu'il y ait des pourris dans le gouvernement, des hauts fonctionnaires totalement corrompus et qui tiraient les ficelles. Tout à fait. Je serais pas étonné. Bon, je crois qu'on va en tout cas, pour la série. Si vous pouvez la voir, regardez-la. Surtout, il y a 13 épisodes, ça se fait en une semaine, clairement. Clairement, sauf si vous avez envie de faire durer le plaisir, mais c'est vraiment une très très bonne série. Bon, que les séries pour enfants continuent à cartonner, moi je veux bien, si ça permet de financer ces séries-là, pas de problème. Et j'espère qu'on pourra avoir d'autres séries. Ça serait par exemple intéressant d'avoir une série de Sentai produite par Amazon. Mais carrément. En 13 ou 15 épisodes, un truc qui va à l'essentiel. Ce qui serait énorme, c'est qu'ils fassent une continuité d'arc avec des acteurs plus âgés, genre un Bioman avec les acteurs d'aujourd'hui. Un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'un Sentai un peu nocturne, un Sentai tactique. Pas mal. Pas forcément un truc avec des robots, mais tu vois, un truc tactique ou un délire très militaire, très truc, tu vois. Moi j'aimerais bien voir ça. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire aussi, parce qu'apparemment ils vont produire aussi un spin-off de Ultraman Orb. Oui. Ça peut être intéressant. Il y a des belles choses. Et, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça, il faut une alternative adulte. Dans un tokusatsu plus. C'est ça, moi je suis complètement
d'accord et je suis complètement avec l'initiative. Moi, c'est ce que je veux C'est ça. voir. Ça m'incite presque à laisser tomber tous les trucs pour enfants et je C'est veux dire, ça, moi, je c'est veux voir que autant ça. on a le que Kamen ça. Rider qui ressemble plus à rien, autant on a le Sentai qui se formalise. Et on peut pas avoir que Garo pour un truc pour adultes. C'est ça, et encore, je trouve que Kamen Rider, là, le Amazon, des fois, va des fois même plus loin dans la thématique que certaines séries pour adultes aujourd'hui. Parce que là, c'est de la SF. Parce C'est que ça. c'est une bonne série de SF. C'est pour ça que c'est bien. C'est ça. Voilà, En et tout on cas, voit- voilà, voilà. si vous avez la possibilité de la voir, regardez-la parce que ça vaut vraiment le détour. Bon, ben c'est parti pour notre cave. Tokucave. Alors pour cette Tokucave, on a envie de parler d'un truc un petit peu tranquille, pas un truc trop élaboré non plus. Donc cet été, il y a une revue donc, qui s'appelle le Rokirama, qui est une excellente revue sur le cinéma de genre, mais qui est très ancrée dans une esthétique années 80-90. Qui joue beaucoup là-dessus, surtout surtout. beaucoup là-dessus. Qui est un fanzine de luxe, on va dire, Oui. voilà, avec beaucoup d'interviews, beaucoup de contenu super génial. Ils sont à Lyon, en plus, ces gens-là, visiblement, ils sont très très sympathiques. Mhm. Et ils ont décidé cette année de lancer on va dire un spin-off de Rokirama. Quand le spin-off atteint la voilà, librairie. un rejeton de Rokirama qui s'appelle Otomo, qui est uniquement consacré à la culture japonaise. Donc Otomo ramène kaiju et pop culture, ça donne envie. Donc apparemment c'est un magazine annuel, hein, parce que c'est marqué annuel magazine, ce que je peux comprendre. Ouais. Donc en fait, c'est une espèce de pot pourri de tout ce que les rédacteurs aiment, tout ce que les contributeurs aiment. Ça va d'une interview de Leiji Matsumoto en passant par un article sur Godzilla, en passant par il y a un article sur la Rainbow Road de Super Mario Kart. Il y a tout un truc sur Takeshi Kitano qui est Où il parle des génial. jeux de Takeshi Ouais, Challenge notamment. Voilà, tout à fait. Il y a aussi un article sur Takeshi Castle, le show. Et il y a des éléments de Tokusatsu disséminés comme ça un peu partout dans le magazine. Donc là, je pense que ça parle de Spectreman. En fait, l'affiche est parlante parce que c'est Spectreman. Sauf que Spectreman n'a pas vraiment un rôle important dans le bouquin. Donc en fait, par rapport au Tokusatsu, on a déjà une interview de Leiji Matsumoto, donc le créateur d'Albator, qui parle de sa relation avec Godzilla. C'est intéressant. Parce que Matsumoto a dessiné plusieurs dessins de Godzilla, il a fait des affiches pour des films de Godzilla, enfin pour une Mothra contre Godzilla, il a fait des affiches. Et il a fait justement, il y a toute une série de questions où il parle de sa relation. Donc ça déjà c'est intéressant. Avec Godzilla, et c'est intéressant parce que c'est une perspective complètement nouvelle. Puis c'est intéressant parce que Matsumoto, on a malheureusement trop tendance à le résumer à Albator et à lui parler que d'Albator. Oui, c'est ça. Et à chaque fois qu'on voit des interviews de lui, c'est pour parler d'Albator ou ce genre de série, et donc c'est un peu... Enfin, moi, je trouve ça lourdingue au bout d'un moment. Donc voilà, tu parlais de l'affiche, voilà, la fameuse affiche de Mothra contre Godzilla qu'il avait fait. Donc ça, déjà, c'est intéressant, parce que ça change totalement de registre, et ça, c'est cool. On a ça, on a un article sur Godzilla, qui s'appelle Kujira, qui on va dire un petit peu l'article habituel où on présente le personnage en relation à la bombe et tout ça, qui est très intéressant. Et on a un article de Julien Dupuis, qui s'appelle Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui est un article, donc une introduction au Tokusatsu à travers 4 de ces figures de proue, où on a donc Ultraman, donc l'aïeul, on a Kamen Rider, le rebelle, on a Spectreman, l'improbable, et on a Garo, la pépite. Mais il n'y a pas de Sentai. Ouais, alors c'est justement... Oui, il y a un article aussi sur les figurines, enfin les jouets kaiju. Alors ça, je suis moins fan parce qu'ils avaient annoncé un truc sur les jouets Godzilla. Alors là, on n'est plus du tout là-dedans, on est sur le kaiju en général. Alors l'article sur le Toku, il est sympa, mais ça parle des figures de proue. Ok, je suis d'accord pour Ultraman et Kamen Rider, mais je comprends pas ce que Garo et Spectreman viennent foutre là-dedans. Si, Garo, ça peut se comprendre. Non, je suis désolé, je comprends pas ce que Garo vient foutre là-dedans quand tu parles pas de Sentai et de Metal Hero. Si c'est une introduction, on parle des persos fondateurs. C'est un choix. C'est juste ça qui me... Mais si tu veux, le but, c'est pas... L'article se présente sous forme comme si c'était des petites cartes, en fait. C'est pas comme si c'était des gros articles. Oui, je suis d'accord, mais bon, Mais bon...
La partie Toku, c'est pas ce que j'ai préféré là-dedans. Moi, c'est vraiment la partie Mario Kart et la partie. Il y a un article sur Kinji Fukasaku. Aussi, un gros article. Qui est pas mal. Enfin, c'est pareil, c'est toujours l'article introductif et tout ça, mais j'ai l'impression que là, il allait un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de lire. J'ai pas lu l'article sur Miyazaki encore. L'article sur Kitano est génial. Moi, je trouve ça top. Toute la partie Kitano, elle est top. Parce que justement, parler de Takeshi Challenge et ce genre de choses. L'interview de l'ingénieur en robotique, là, ça c'est vraiment génial, quoi. Il y a aussi une recette de zambaizu, de vinaigrette japonaise, parce qu'en fait, il y a un petit resto qui s'appelle Doma, je crois, là-bas, à Lyon, et du coup, ils sont allés voir le petit resto pour faire... Non, mais en tout cas, c'est une bonne lecture. Ninja Scroll, la disque de Ninja Scroll, ça c'est top. Voilà. Bon, moi j'adore l'objet, parce que franchement, c'est se concentrer de pop culture japonaise, pardon, ça me plaît vraiment. Donc, si vous êtes sur Paris, vous pouvez le trouver au Album Comics de Saint-Michel. Sinon, peut-être dans certaines librairies, mais en tout cas, vous pouvez le commander sur leur site, sur Rokirama. Le côté délavé comme ça, un peu, moi je trouve ça chouette. J'espère qu'ils vont en sortir un l'année prochaine, ce serait cool. Après, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Je pense qu'il y a encore des trucs pour le toku, je pense qu'il y a des choses qu'on peut encore faire, qu'on peut encore développer. De toute façon, il y a tout à faire encore, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut encore faire, qu'on peut gratter, qu'on peut aller en profondeur. Là, c'est une introduction, je comprends tout à fait qu'ils n'aient pas pu tout faire, mais je trouve que pour déjà un premier tome, ils ont fait des choses vraiment très très bien. En tout cas, moi je les soutiens complètement et j'espère vivement le prochain. Voilà, on passe au Dikotoku.水沢君立花本部長おはようございます。アマゾンの進捗状況あまり良くないみたいだね。我々の協力が必要な時はいつでも言ってくれ。Dans ce Dikotoku, on va vous parler d'un acteur qui s'appelle Yu Kamio, qui est un acteur qu'on a vu dans quelques séries récentes de Tokusatsu, mais on peut déjà commencer par dire, outre que le fait qu'il soit né en 1970, il est surtout connu des fans de drama, puisqu'on l'a vu dans énormément de séries drama. Monster Parent, notamment. Et dans le Tokusatsu, il a notamment collaboré à 2 grosses franchises, puisqu'il est tout d'abord dans Kamen Rider Oz. Donc on l'a vu dans... Il fait Kyoryu Grid. Voilà. Il est quand même ancré dans la mythologie Kamen Rider de ces dernières années. On l'a vu passer pas mal. Et on le retrouve dans Ultraman X, où il joue le chef. Oui, le commandant Kamiki. Voilà, c'est lui qui joue le chef de l'équipe où intervient Ultraman notamment. Et surtout, on l'a vu dans Kamen Rider Amazons. Oui. Puisqu'il joue un des responsables de l'entreprise pharmaceutique. Oui, c'est Yugo Tachibana, son personnage. Voilà. Qui est un personnage intéressant, puisqu'il est à la fois méchant, mais des fois il se pose quelques petites questions quand même. Hein. On sent qu'il est d'un côté avec l'un, d'un côté avec l'autre. Ce qui est marrant, c'est que dans Ultraman X, il a un jeu assez sobre, assez modéré, tout ça. Et là, dans Amazon, il en fait un peu des caisses par moment. Il y a des scènes où il fait c'est ça, je suis méchant, c'est ça, Est-ce que c'est un lien avec Tachibana, le type qui bosse sur les motos dans la série Kamen Rider originale? Peut-être. Peut-être que dans la saison 2, on va le voir... surtout qu'il y a une relation avec les motos et l'entreprise pharmaceutique, oui. Donc peut-être que c'est lui qui aurait eu l'idée éventuellement, ou peut-être un petit clin d'œil dans un épisode comme ça. Et on va retrouver Monsieur Kamio dans un film de Kaiju, puisqu'on va le retrouver dans ex-Godzilla Résurgence, nouvellement renommé Shin Gojira. Voilà. Donc il va jouer le ministre des Affaires étrangères. C'est ça, d'après ce que j'ai compris. Voilà. On va le retrouver dans Shin Godzilla, donc en plus de l'avoir vu dans un Ultraman et des Kamen Rider. Tout à fait. Donc une belle promotion quand même pour ce monsieur, je trouve. C'est un excellent acteur en plus, qui fait des choses très bien. Ouais, moi j'aime puis... bien. Mec solide, un peu comme ça. C'est ça, moi je me souviens quand j'avais vu Kamen Rider Amazon, je le voyais, je me suis dit... Je le connais lui. C'est marrant, j'ai déjà vu quelque part. Et oui, je me suis dit, quelque part. Je me suis dit, mais c'est le mec qui était dans... Je me dis, mais on l'a vu. X, c'était lui. Voilà. Et oui, c'est lui. C'est ça.
C'est ça. Non, un acteur qu'on a vu dans quelques petits trucs. Il fait un caméo aussi dans un épisode de Akiba Ranger. Notamment. Oui, tout à fait. C'est un acteur qu'on est en train de voir quand même dans quelques séries intéressantes, et j'ai l'impression qu'il se fait quand même une petite carrière comme ça, petit à petit, dans le tokusatsu. Il a l'air d'y aller avec plaisir. Et c'est une très très bonne chose, Ouais, parce j'aime bien ce mec. que il est solide. J'ai l'impression qu'il est très professionnel dans ce qu'il fait. ouais. Enfin, quand tu le vois dans ses rôles, certes, des fois il en fait des caisses, mais tu sens qu'il fait tout pour le faire sérieusement. Et je trouve qu'il a quand même une certaine empreinte. Moi, quand je vois les séries où il est quand même assez présent quand même. Enfin, quand il est à l'écran, tu le vois. Quoi. Oui, c'est pas le petit mec au fond. Ah non, c'est un mec qui a une présence. Je trouve qu'il porte aussi bien le costard que la tenue de combat. C'est ça. Voilà. Bon, écoutez, on vous laisse pour cette fois-ci une petite émission de rattaquage, on va dire, de la rentrée. De rentrée. Mais on va repartir en vacances. Déjà, allez, c'est reparti. Puisque nous serons au festival du film fantastique de Sitges pour la diffusion de Godzilla. Projection de Shin Godzilla, donc le 8 octobre. Donc si jamais vous êtes dans les parages, vous pourrez éventuellement venir nous voir, boire un verre après le film, tout ça. On va essayer aussi de se faire Colossal, un film de Kaiju avec Anatawe qui avait été annoncé. De Nacho Villagondo. Donc voir ce que ça vaut. Sinon, on sera au Paris Manga en novembre. On sera à la Cinémathèque, donc là, quand l'émission va sortir, Prisonnière des Martiens sera déjà passé. Mais voilà, sachez que le 28 octobre sera diffusé Le Satellite Mystérieux, le premier film de science-fiction en couleur de la DAE, donc réalisé par Koji Shima. Donc ça m'intéresse beaucoup. Oh oui, moi aussi, celui-là, j'adore ce film en plus. Vous pouvez également découvrir ou redécouvrir l'exposition L'écran japonais à la Cinémathèque, qui est une très très bonne exposition, courte, mais très très intéressante. Bravo. Et Bien joué. non, franchement, il y a énormément de choses à faire, et on vous en reparlera, mais sinon il y a beaucoup de salons au mois de décembre, la fin novembre, début décembre, donc on vous en reparlera dans notre émission. Mais voilà, sachez qu'on sera tout d'abord à Sitges et au moins après au Paris Manga. Très bien, maintenant parlons de musique, Jordan. Voilà. Donc, puisqu'on va se quitter sur la seule chanson de Allez, Canada c'est reparti. Amazon, donc le générique de fin, donc Armor Zone, et puis ça c'est très très bien. Donc voilà, prenez soin de vous et transmutez-vous. お前は誰だ俺の中の俺陰に隠れたその姿見せろそのデリベーション震える体赤く切り刻み心はどこだ